Amis des amplificateurs opérationnels, bonjour. Alors aujourd'hui, cette vidéo pour répondre à une question que finalement on m'a posée assez souvent et qui, comme on va le voir, concerne le choix des résistances quand on utilise des amplificateurs opérationnels. Alors pour faire les choses de simple, on va se limiter à deux montages vraiment basiques des amplificateurs opérationnels, à savoir l'amplificateur inverseur, qui est dans cette topologie classique, et l'amplificateur non inverseur qui est dans celle-ci. Alors mon but ici, pas vraiment de trop revenir sur le principe, mais en gros, dans ce montage-là, l'idée, je rappelle, c'est que sur un amplificateur, normalement, il y a très peu de courant, enfin en théorie aucun, qui rentre dans les entrées, et lui amplifie de façon très très forte, en théorie infinie, mais enfin, dans la pratique quand même très forte, la différence de tension qu'il y a entre les deux entrées. Mais c'est vraiment inexploitable. Donc dans la pratique, on rajoute ce qu'on appelle un réseau de contre-réaction qui, justement, va un petit peu le discipliner et le remettre, on va dire, dans les limites qu'on souhaite. Donc là, l'idée, comme on le voit dans un montage comme ça, c'est qu'en fait, on fait un pont diviseur entre la tension d'entrée et la tension de sortie. Et voilà, dans la mesure où lui va toujours s'arranger pour avoir la même tension, à savoir la masse ici, et donc on comprend bien que si la tension ici descend, il faut bien ici qu'elle monte, de façon à ce que dans le pont diviseur ici, il y ait toujours zéro. Et là, on va retrouver exactement le même fonctionnement ici, sachant que là, pour le coup, l'entrée se fait sur l'entrée plus, ce qui fait qu'il n'y a pas cette inversion de phase de 180 degrés qu'on a sur ce montage-là. Bon, enfin voilà, l'idée, elle est comme ça. Et quand on regarde les docs, on voit toujours ce montage, et on vous explique que le gain, c'est-à-dire l'amplification en tension qu'on peut atteindre d'un montage, c'est le rapport qu'il y a entre R2 et R1. Donc, si je veux un gain de 1, je mets les mêmes valeurs. Si je veux un gain de 10, je fais R2 égale 10 fois R1, et ainsi de suite. Donc voilà, et éventuellement on vous dit aussi, et ce qui est vrai d'ailleurs, que l'impédance d'entrée d'un tel montage, c'est R1. Sur ce montage-là, le gain, ici, il est R2 sur R1 plus 1. Donc voilà, et on vous dit que l'impédance d'entrée, ici, elle est très très grande. Comme j'ai dit, normalement, il n'y a pas de courant qui rentre dans les entrées. Donc ici, l'impédance d'entrée est très élevée. Le problème, c'est que généralement, l'explication s'arrête là. Donc on se dit, ok, le rapport des deux résistances, si je veux un gain de 10, il doit être de 10. Ok, mais je choisis quoi comme valeur 1 ohm, 10 ohms, ça fait bien un rapport de 10. 1 kilo-ohm, 10 kilo-ohm, pareil. 10 gigohms, 100 gigohms, un rapport de 10. Donc c'est ça le but de la vidéo, c'est de se dire, en fait, c'est quoi les limites et comment on va déterminer ces valeurs. Alors, on va essayer de raisonner un petit peu avec des exemples pratiques. Et donc là, on va partir sur un amplificateur non inverseur. Et si je prends R2 égale 9 ohms et R1 égale 1 ohm, on voit R2 sur R1, ça vaut 9, plus 1, 10. J'ai bien ici un gain de 10. Alors, par contre, regardons ce qui se passe. Donc, ça veut dire que si j'ai 1 volt ici en entrée, moi, je m'attends à avoir 10 fois plus en sortie, soit 10 volts ici, et 10 volts dans ce pont diviseur, qui, comme on le voit ici, fait 10 ohms, ça fait 10 volts dans 10 ohms, ça fait 1 ampère qui passe là, et 10 watts. Et voilà, là on comprend tout de suite un petit peu pourquoi on peut pas prendre des valeurs trop faibles. D'ailleurs on le comprend bien, rappelez-vous qu'il n'y a rien ici qui passe dans cette entrée-là. L'entrée là, elle prend un courant qui est extrêmement faible, de l'ordre de micro-nanoampères, donc il n'y a rien qui passe là, et on comprend bien que la tension ici en sortie, elle passe bien ici avec la masse, et elle fait bien ce pont diviseur. Donc prendre des valeurs comme ça, dans le principe, oui, on aura bien un gain de 10, mais d'abord, ça sera une perte de puissance phénoménale, mais en même temps, déjà, il y a peu de chances que ça fonctionne avec un ampli up. Si on regarde le datasheet, par exemple, d'un LM741, on voit que dans le pire des cas, dans toute range de température, il peut ne pas donner plus de 10 milliampères en sortie. 10 milliampères. On est loin de l'ampère. Donc déjà, ce qui va généralement limiter, je veux dire, pour un fonctionnement normal, les valeurs ici de ces résistances, c'est ça. Donc si là, par exemple, on prend 10 milliampères avec une tension de sortie de 12 volts, on voit que, je vous mets ici le calcul, la valeur max du pont diviseur ici total serait de 1,2 K. En fait, quel que soit le gain, en fait, on va dire, c'est la somme R1 plus R2. Si ça dépasse 1,2 K, qu'est-ce qui va se passer? Il va passer trop de courant dans la sortie par rapport à ce que peut fournir l'ampli up, et il va se passer plusieurs choses. Si on tire trop, on verra un exemple tout à l'heure, au pire, il sera pas capable de donner le maximum de tension de sortie. Il a une sorte de résistance interne, on va dire, de sortie ici. Mais en même temps, des fois même, ça peut éventuellement le détruire. Le courant de max, c'est le courant max. Bon, là, il donne, c'est un courant de court-circuit, donc
On n'en est pas là, mais enfin voilà, en gros, il faut pas trop charger la sortie. D'ailleurs, on verra aussi tout à l'heure, hein, en faisant un exemple pratique, c'est que si on charge trop les sorties, eh ben généralement c'est pareil, les signaux ici ils sont plus très très beaux, ça crée de la distorsion de croisement, enfin ça fait des tas de bêtises. Donc en règle générale, faut pas tirer trop sur les sorties des amplis. Après, il y a une autre contrainte qui est très importante dans le cas du montage inverseur. Dans le cas de l'ampli inverseur, ça marche de la même façon, mais comment ça se passe? On voit bien que le réseau de contre-réaction, en fait, il fait un pont diviseur, R2, R1, qui part de la sortie ici, et le courant, voilà, et pareil, il rentre pas dans l'entrée, parce qu'il y a n'importe qui rentre, et donc ce courant, il va passer aussi par la source. Source qui généralement est aussi une résistance interne. Si l'impédance, alors, pourquoi je dis d'impédance? Parce que l'impédance, c'est à la fois la résistance en continu et on va dire en alternatif, hein, quelque part, ce qui veut dire que finalement le vrai gain de cet ampli, déjà, si on regarde bien, si on considère là ici la source en tension, on va dire, eh ben c'est R2 sur R1 plus la résistance interne de la source. Donc déjà, ça va jouer. En gros, hein, dans ce montage-là, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'impédance d'entrée, c'est en gros le courant qui va de façon apparente rentrer ici, vu que ce point-là, en théorie, il a la masse, hein, il est égal à R1. Et ça, dans ce montage-là, c'est aussi un des critères qui va limiter la résistance, parce que généralement, on veut des impédances assez élevées. Faut savoir que généralement, quand on fait des amplis comme ça, on s'arrange pour que ils aient une impédance d'entrée qui est plutôt très haute par rapport à l'impédance de la source. Hein, je rappelle que cette histoire d'adaptation d'impédance, quand l'impédance de la source est égale à l'impédance, on va dire, de l'entrée, on a le transfert de puissance maximum. Mais généralement, c'est pas forcément ce qu'on cherche, parce que on a ce transfert de puissance maximum, mais la tension ici elle est déjà divisée par deux. En général, dans ces montages-là, au contraire, on prend ici pour R1 une valeur qui est au moins 10 fois, voire même souvent bien plus, supérieure à l'impédance de la source, justement, pour garder de la tension, hein, et justement limiter le courant. Donc on voit que dans cette topologie-là, pas simplement le courant max qui passe là dans le pont diviseur, mais aussi la résistance d'entrée, hein, l'impédance, et ça généralement ça joue pas mal sur la décision. Alors maintenant qu'on a vu un petit peu en gros les valeurs min, eh ben voyons les valeurs max. Alors pareil, on va faire pareil que tout à l'heure, mais dans l'autre sens. Donc j'ai mon ampli ici, je me mets toujours un gain de 10, hein, mais je me mets 9 gigohms, 1 gigohm. D'après les calculs, 1 plus R1 sur R2, j'ai mon gain de 10 tout H. Par contre, là, ce qu'on voit, c'est que pour 1 volt en entrée, toujours, donc j'ai bien 10 volts en sortie, mais quel est le courant qui passe dans mon pont diviseur ici? Eh bien, ce courant, il est égal, comme tout à l'heure, à la tension divisée par R1 plus R2. Ce qui nous donne ici 1 nanoampère. Et là, en théorie, si l'ampli était idéal, on va dire ça marcherait, mais dans la pratique, pas forcément. Regardons par exemple un 741. Je vous ai mis ici un extrait du datasheet. On voit que le 741, son courant input bias courant, c'est en gros le courant qui passe quand même là dans les entrées, et on voit qu'il peut être de 80 nanoampères par exemple. Après ça dépend de la température, ça dépend de plein de trucs, mais on voit même qu'il peut passer jusqu'à 210 nanoampères, on va dire courant, sur toute la plage de température. Mais même 80 nanoampères, ici 1 nanoampère. Donc là, ça veut dire que le courant qui passe là dans l'entrée, il est plus du tout négligeable par rapport au courant qui passe dans le pont, et il fausse déjà complètement la mesure. C'est-à-dire que maintenant, je peux plus raisonner comme ça. Et on voit que même sur des amplis qui sont avec des impédances beaucoup plus élevées, là, je vous ai mis un autre extrait, le LF353, qui est un ampli avec des entrées JFET, hein, qui a donc un courant beaucoup plus faible. On voit que c'est quand même entre 50 picoampères et 8 nanoampères. 8 nanoampères, voilà, on est encore, enfin, je veux dire, même plus grand que le courant qui passerait ici. Donc on voit qu'on peut pas monter comme ça de façon inconsidérée. Après, il y a d'autres problèmes qu'on va voir arriver quand on va utiliser des résistances trop fortes. Bon, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais en gros, qu'est-ce qu'il y a? Quelque chose de très haute impédance, généralement, ça chope un petit peu tous les parasites du monde. Vous l'avez toujours vu, hein, c'est par exemple sur votre sonde d'oscillo en x10, donc sur 10 mégohms, vous posez votre doigt, vous apercevez que ça mesure tout de suite des tensions de l'ordre de 50 volts. Hein, le simple fait de réduire la résistance en mettant la sonde en x1, on s'aperçoit déjà, ça en prend beaucoup moins. Ça veut dire que à haute impédance, on va devenir très sensible un petit peu à tous les parasites qui peuvent traîner, et ce qui va rajouter du bruit et tout ça. Donc c'est pas forcément souhaitable. Ensuite, on va avoir aussi une sensibilité aux résistances parasites. Oui, imaginons qu'il y a un peu d'humidité, par exemple.
s'il y a un peu d'humidité et qu'il y a une petite résistance là qui va fuir entre l'entrée moins et la masse. Bah, si l'humidité sur une résistance de 10 mégohms, ici sur un réseau qui est à 10K, on va dire que ça va faire que dalle. Alors qu'ici, si j'ai déjà une résistance de 10 mégohms, bah, ça va énormément changer. Donc ça veut dire que on va être bien plus sensible si on a des courants faibles à ce genre de choses, et ça peut être gênant, enfin selon les applications. Ensuite, on va avoir une baisse de la bande passante, hein, on va le voir aussi tout à l'heure. Pourquoi? Bah, en fait, ce qui limite la bande passante, souvent, c'est le produit RC, on va dire, hein, c'est pareil, enfin, en gros, ça fait des filtres. Donc, généralement, là, il y a plein de kappa parasites qui sont relativement basses. Donc, RC, bah, si R est petit, RC est aussi petit. Mais si R devient très grand, bah, RC il devient très grand aussi, et généralement, bah, ça va faire des constantes d'autant plus longues, et bah, on va avoir une baisse de la bande passante générale, en utilisant des courants très faibles. On a aussi, alors ça c'est un peu moins évident, mais une baisse du taux de réjection de mode commun. Bon, je ne vais pas rentrer trop dans le détail. Mais en gros, les courants d'entrée, ils changent aussi en fonction de la tension de mode commun. Ce qui fait que généralement, bah, ça aide pas d'avoir des courants, des courants trop faibles, parce que justement, les courants d'entrée vont changer. Ça va changer un petit peu le fonctionnement. Après, il y a aussi certains AOP, alors ça dépend, mais il y a des ampli up, ils aiment pas trop aussi ne pas avoir de charge en sortie. Alors, après, en parallèle, il y aura toujours la charge de l'utilisation derrière. Enfin, des fois, on peut être amené des fois à mettre des résistances ici de charge vers la masse pour des fois qu'on a des courants trop faibles de contre-réaction. Dans certains cas, ça peut un petit peu aider. Alors, il y a un autre phénomène ici, et d'ailleurs, ça me permet de répondre à une question qu'on me pose aussi souvent. On voit très souvent dans les schémas cette résistance ici qu'on met sur entrée plus. On pourrait dire, pourquoi mettre une résistance en série avec une entrée qui a une impédance très élevée finalement? Alors ça, bah, on va voir que c'est parfois utile, et que c'est d'autant plus utile que justement on utilise ici des résistances élevées. Ça joue en particulier sur l'offset. Alors c'est quoi qu'on appelle l'offset? L'offset, ça veut dire décalage en français. Il y a en gros déjà deux sortes d'offset de base dans les amplis up. Déjà, il y a l'offset de tension. En gros, en théorie, sur un ampli comme ça, si je court-circuite les deux entrées, bah, comme lui il amplifie la différence, bah, il fait X fois 0, je devrais avoir 0 volt en sortie. En fait, on s'aperçoit que c'est pas vrai. Si par exemple, là, je mets cette entrée-là à la masse, ben, j'aurais pas 0 exactement là. J'aurais une tension. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est comme s'il y avait toujours une sorte de source de tension en série, un peu avec une entrée ici, et c'est ce qu'on appelle la tension d'offset. Tension d'offset que sur certains ampli up, comme le 741, je vous en ai déjà parlé, on peut éventuellement régler, hein, il y a des broches pour régler ça, ou il y a des tas d'ampli up qui n'ont pas ce réglage, mais on peut, enfin, il y a plein d'astuces pour le compenser, en admettant que ce soit gênant, parce que dans beaucoup de montages, d'abord, il est souvent très faible, il n'est pas gênant. Et il y a un autre offset aussi, offset de courant, qui fait que le courant qui passe dans les entrées, déjà, on a vu qu'il n'était pas nul, mais souvent c'est pas le même non plus. C'est-à-dire que, je veux dire, s'il il passe un picoampère, dans l'autre il passe 2 picoampères, et ça va éventuellement faire aussi des différences. Mais en même temps, il y a aussi autre chose, c'est que, on a vu qu'il y a quand même du courant qui passe là dans les entrées. Or, ça veut dire que ce courant qui passe, hein, la tension, U égale RI, même si le courant est très faible, si R ici, il est très fort, il va y avoir une tension en fait qui va apparaître aux bornes. Et ça va venir se rajouter au décalage. Donc sur un ampli up, normalement, on s'arrange pour que vu des entrées ici, et par rapport, on va dire, à des potentiels fixes, la résistance vue, c'est la même. Or, ici, là, on a un point basse impédance, là, on a un point basse impédance, normalement, par rapport à l'entrée là, et on voit que la résistance vue par rapport à ces deux points de l'entrée ici, c'est bien ces deux résistances-là en parallèle. Donc, en mettant une ici égale à justement ces deux résistances parallèles, on va faire que la chute de tension ici va être la même que là. Et on comprend bien que, dans la mesure où les résistances ici sont fortes, et ça va jouer de façon encore bien plus importante. D'ailleurs, je vous propose de faire une petite mesure, une petite démo de ça pour bien le comprendre. Donc là, j'ai un LM358 alimenté en plus 15, moins 15, qui est monté en amplificateur inverseur avec l'entrée à la masse. Et on va mesurer la tension de sortie en continu. Donc là, je le fais avec aucune résistance dans l'entrée plus. Voilà. Et là, ce qu'on peut voir, c'est que voilà, quand je mets en route, j'ai une tension de sortie qui n'est pas 0, alors qu'elle devrait être à 0, qui est de moins 2 mV.
Et ça, typiquement, c'est lié à l'offset, hein, des effets combinés des différents offsets. Alors, qu'est-ce qui se passe là, justement, si, pour essayer d'améliorer les choses, je mets dans l'entrée plus, donc une résistance de 910 ohms, qui est à peu près égale, donc, aux deux résistances vues de l'entrée en parallèle, et on va regarder si ça améliore l'offset. Voilà. Et là, on voit que ça l'améliore un petit peu, mais pas énormément. Pourquoi? Parce que justement, ce déséquilibrage, on va dire, des courants d'entrée, hein, vu que là, les courants qui passent dans le système de contre-réaction et tout sont relativement très grands par rapport aux courants des entrées, ça améliore un petit peu, mais pas vraiment. C'est-à-dire qu'ici, je veux dire, le fait de rajouter cette résistance-là, bon, on gagne, on voit un tout petit peu, mais enfin, c'est pas énorme. Maintenant, on va essayer avec des résistances beaucoup plus importantes, hein, 10 mégohms et 1 mégohm, et là, on va voir que, pour le coup, ça commence vraiment à jouer. Là, l'offset, hein, l'entrée, je veux dire, elle est à la masse, hein, est de moins 84 millivolts, ce qui est vraiment très important. Voilà, maintenant, je vais remplacer le strap qu'il y avait entre l'entrée plus et la masse par une résistance de 910K, hein, ce qui correspond à peu près à 10 mégohms en parallèle sur 1 mégohm. Et là, on voit que c'est assez spectaculaire. On voit maintenant que l'offset n'est plus que de 0, on va dire à peu près 30 millivolts. Donc ça montre bien que cette histoire de que les deux entrées voient à peu près la même résistance, ça joue énormément sur l'offset, et ceci d'autant plus que les résistances d'entrée sont importantes. Alors maintenant qu'on a vu, on va dire, un petit peu les valeurs min-max qui étaient possibles dans l'ensemble des résistances, maintenant, qu'est-ce qu'on a le droit au maximum de choisir comme gain? Hein, on a vu que maintenant, ok, le rapport des résistances fait le gain, donc on se dit, ok, moi je choisis des résistances de la bonne valeur, mais est-ce que je peux me permettre de, je vais amplifier 100 000, est-ce que je peux amplifier 100 000? Alors, en fait, non. La première chose qu'il faut voir, déjà, c'est que, en théorie, encore, un amplificateur opérationnel, il a un gain infini. En pratique, il a un gain qu'on appelle le gain en boucle ouverte, qui est grand, mais quand même pas infini. Et le gain en boucle fermée, de toute façon, par définition, il est forcément inférieur au gain en boucle ouverte. Donc, il faut déjà regarder c'est quoi le gain en boucle ouverte d'un ampli. Déjà ça, rien que ça va le limiter. Et en même temps, le gain en boucle ouverte, c'est un paramètre qui est très variable d'un exemplaire à l'autre. C'est pas forcément facile à bien mesurer. Mais enfin, même en admettant qu'on le mesure bien, sur 3 amplis, même de la même référence, ça aura des valeurs très très différentes. Et en même temps, ce gain, il dépend de plein d'autres facteurs, en particulier surtout de l'amplitude max de sortie. Mais en gros, la règle, c'est vraiment au maximum du maximum. Il ne faut pas dépasser 10 fois la valeur min du datasheet. Par exemple, si on regarde le LF353, on regarde que le large visual gain, hein, c'est le gain en boucle ouverte, hein, ici, et on voit il est donné par volt par millivolt. Donc là, par exemple, ils disent 100 volts par millivolt. Ça veut dire un gain de 100 000. On voit que c'est quand même très grand, mais on voit aussi que sur toute la gamme de température, parce que ça va aussi énormément varier avec la température, ils disent un minimum de 15. Donc si on veut faire quelque chose de stable, hein, qui varie pas trop, on voit que le minimum c'est 15 volts par minute, ça veut dire 15 000. Et donc si on prend 10 fois moins que ça, on voit en gros que la limite ici elle est de 1500. Et ce qui est beaucoup, mais pas tant que ça finalement. Ça c'est déjà quelque chose qui va limiter. Mais attention, là, on parle d'un gain en courant continu. Après, ce qui va jouer aussi énormément, ça va être la bande passante. En effet, pour des tas de raisons que je ne vais pas détailler ici, plus il y a de gains, plus la bande passante est diminuée. C'est le fameux produit gain-bande. Si on regarde toujours pour un LF353, il nous dit que le produit gain-bande, il est de 2,7 MHz minimum. Ça veut dire quoi le produit gain-bande? Ça veut dire que le gain qu'on va demander à l'ampli multiplié par la bande passante max, ça ne pourra pas dépasser cette valeur-là. Ce qui fait que si par exemple, là je veux faire un ampli de 100, on voit que 100, hein, ça veut dire que 2,7 je le divise par 100, et ma bande passante elle est plus de 27 kHz. Si je voulais faire le gain max que j'ai calculé tout à l'heure de 1500, c'est 1,8 kHz. Ça baisse très vite. Et ça, c'est aussi généralement une des choses qui limite, je dirais même plus que le point d'avant, le gain maximum qu'on va demander à un ampli up. Après, voilà, ça dépend aussi de quoi on a besoin, mais en audio, par exemple, on voit qu'en audio, 1,8 kHz, c'est pas terrible. Même 27 kHz, en audio, ça ira encore, mais ça veut dire qu'avec un LF353, je peux pas tellement dépasser un gain de 100, parce que derrière, de toute façon, je vais baisser ma bande passante. Alors, il y a une autre limitation, hein, qu'on appelle le slew rate, ce temps, hein, qui est la variation maximum de la tension de sortie, hein, qui s'exprime en volts par microseconde. Alors lui, il dépend pas tellement du gain,
mais il va aussi limiter la bande passante. Donc en fait, on voit que c'est pas si simple que ça. Il y a tous ces paramètres ici à voir. Et maintenant, pareil, on va faire quelques essais justement de mesure d'amplificateur, et on va regarder sur un vénérable LM358 quelques exemples justement d'un ampli toujours avec un gain de 10 et avec différentes valeurs de résistance. Donc là, par exemple, j'ai mis des résistances très faibles. C'est-à-dire que j'ai mis 100 ohms en entrée et 1 kg en contre-réaction. C'est-à-dire que ça lui tire déjà pas mal sur la tronche, ce qui fait que même à 1 kHz, où normalement il est tout à fait dans sa bande passante, il devrait sortir 10 volts crête-crête, et là on voit déjà qu'il est que à 8. D'ailleurs, si on continue même à baisser la fréquence, on voit qu'il n'en sort pas. Et alors pourquoi il n'arrive pas à faire ça? Parce que on lui tire beaucoup trop sur, sur la sortie, on lui prend trop de courant, et il a du mal, à fournir la charge. On va dire quelque part que la résistance interne de la sortie rentre en compte, et c'est pas bon. Alors maintenant, on va changer, et on va mettre 1 kg en entrée, et donc 10 kg en contre-réaction. Voilà, donc là, on voit qu'au niveau de l'amplitude, c'est mieux. Parce que là, on le voit, par exemple, à 800 Hz, maintenant, j'ai bien mes 10 volts crête-crête pour 1 volt crête-crête en entrée. Donc là, on voit que c'est déjà mieux. On voit qu'on a encore un petit peu là de déformation, un peu près du zéro de la sortie. Ça, c'est aussi généralement le signe qu'on lui tire quand même un petit peu trop de courant en sortie. Mais enfin voilà, on voit que là, c'est déjà mieux. Et là, par contre, on peut espérer quoi comme bande passante? La bande passante, on voit que là, j'augmente, par exemple. Donc, on peut noter déjà une déformation du signal. Voilà, qui commence à devenir assez importante. Et ici, par exemple, on voit qu'avant même que la bande passante joue, la bande passante à moins 3 dB, elle sera à peu près ici, on voit qu'on a une importante déformation du signal de sortie. Un signal de sortie qui commence assez tôt, en fait. On commence à voir là qu'on n'est pas très très bon. Déjà, par exemple, ici, parce que c'est pareil, on lui tire quand même pas mal. Maintenant, on va encore continuer. C'est-à-dire que là, je vais encore aller plus loin. C'est-à-dire que je vais mettre 10K en entrée et je vais mettre 100K donc en contre-réaction. Sans rien changer dans les signaux. Voilà. Et là, on voit quand même une nette amélioration. Pourquoi? Parce que justement, au niveau des courants qu'on utilise, on le surcharge beaucoup moins. Et on voit tout de suite qu'avoir simplement changé ici, en fait, c'est le réseau de contre-réaction. On voit que le gain est le même. Mais là, j'ai 10K en entrée et 100K en contre-réaction, et ça améliore nettement la gueule du signal. Donc ça, c'est aussi quelque chose de très important, comme on l'a vu aussi, c'est que il faut éviter de trop tirer sur sur l'ampli. Alors maintenant, elle est de combien la bande passante? Là, je suis à 8 kHz. On voit que, encore une fois, mon signal, il est plus tellement sinusoïdal, même si l'amplitude est bonne. Par contre, ce qu'on peut voir, c'est qu'en petits signaux, à la limite, ça va quand même être meilleur. Par exemple, là, si au lieu d'avoir 1 volt en entrée, j'ai 0,1, voilà, à ce moment-là, bien sûr, il faut que j'augmente aussi là, mais on voit que j'ai un signal qui est quand même bien meilleur, même s'il commence à avoir pas mal de bruit. Et là, on voit une autre caractéristique qui est essentielle dans les amplis up, c'est que, voilà, et ça c'est en grande partie dû justement aux slurrettes, au temps de montée, que plus on va vouloir avoir, des amplitudes grandes, en gros, plus la bande passante, la fréquence max va baisser. Par contre, on peut regarder qu'on commence aussi à avoir un petit peu de bruit. Voilà, donc là, j'ai mis 1 mégohm et 100K, et on peut voir que, en gros, ça ne change pas grand-chose. Ici, le signal est toujours, on va dire, aussi clean. Et au niveau de la bande passante et tout, on a à peu près le même comportement, avec toujours cette déformation, cette distorsion qui arrive quand on monte en fréquence. Mais encore une fois, elle n'est pas tellement liée au réseau ici de contre-réaction, mais même au slurette. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer avec des signaux plus bas, mais on va regarder justement là le niveau de bruit et de parasites qu'on a. Là, je peux revenir même à 1 kHz, là, voilà. Et là, on peut voir quand même que on a quand même un niveau de bruit qui n'est pas forcément facile à mesurer, mais on va dire qui est visuellement relativement fort. Donc là, pour info, je suis passé avec 1 mégohm en entrée et 10 mégohm en contre-réaction. Alors, on voit aussi qu'il y a moins de bruit, et ça, c'est aussi quelque chose qui est intéressant, c'est que, pour info, ce que j'ai fait, c'est que j'ai aussi changé
ma boîte de résistance que j'utilisais comme ça par une vraie résistance. Et bah là, on voit que le bruit a diminué, mais c'est pas tellement lié au fait que j'ai changé les valeurs, c'est le fait que bah, j'ai mis des fils beaucoup moins longs, des connexions moins longues. Mais ça prouve quand même que, je veux dire, justement, avec un environnement, on va dire, plus sensitif, avec une haute impédance, bah, il commençait justement à être plus réactif aux parasites. Alors là, qu'est-ce qu'on peut voir? Bah, on peut voir que là, en petits signaux, donc là, j'ai channel d'entrée de 1 kHz, et ben ça fonctionne encore très bien. Par contre, on voit quelque chose d'intéressant, c'est que la bande passante, maintenant, vous voyez, si j'attends pour être à peu près à 707, hein, dans ces eaux-là, voilà, ici, et ben elle est plus que de 7 kHz, alors qu'elle était beaucoup plus haute avant, elle était aux alentours de 20 à peu près pour arriver à ce niveau-là. Et ça montre quoi? Bah, ça montre justement que bah, là, les différentes capacités d'entrée et autres, elles commencent à jouer. Et le fait d'avoir choisi ce réseau, eh ben, ça change vraiment, je veux dire, ce fonctionnement. Là, bah, j'ai encore poussé l'expérience. J'ai mis une résistance d'entrée, hein, de l'entrée vers l'entrée moins de 10 mégohms, et une contre-réaction de 100 mégohms. Alors, on va alimenter le bignou, et là, bah, on voit qu'on est dans le grand n'importe quoi. Alors déjà, on peut voir qu'il y a un gros décalage hein, qu'on a vu tout à l'heure, bah, qui est lié justement à un très fort offset. On voit qu'on a bah, ici ce niveau de parasite. Alors déjà, là, pareil, je suis toujours à 7 kHz. Si je baisse la fréquence, bah là, déjà, on voit que c'est un petit peu mieux. Hein, mais on a toujours ici cet offset qui est important. Bon, maintenant, ça... on peut, on va dire, éventuellement on pourrait le compenser. Donc ce qu'on peut voir quand même, c'est cette grosse augmentation de l'offset, mais on a vu aussi là une très forte diminution de la bande passante. Donc maintenant, voilà, je suis obligé d'être à 1 kHz, on va dire, pour avoir encore quelque chose. Mais dès qu'on monte, voilà, on voit que la bande passante s'écroule très très vite, et bah, ça c'est justement dû au fait, hein, ce qui est, ma foi, assez normal, bah, comme j'ai dit, c'est qu'à ce moment-là, avec des courants aussi faibles, eh ben, y a des tas de phénomènes là qui avant étaient mineurs, qui deviennent très importants et limitent la bande passante. Par exemple, je suis à 100 Hz, bah, à la limite, ça marche. Alors, on peut voir aussi que par rapport à tout à l'heure, on a aussi, bien sûr, bah, plus de niveau de bruit. Pourquoi? Bah, encore une fois, avec des courants si faibles, bah, voilà, ça capte plus de saloperies et c'est beaucoup plus sensible. Donc voilà, on voit que quasiment, quand même, c'est pas du tout conseillé de l'utiliser avec de telles valeurs, même si ça fonctionne encore. Et voilà, là, on va à l'offset. En même temps, avec les variations de température et tout, les courants vont beaucoup changer, donc l'offset, il va beaucoup varier. Enfin voilà, honnêtement, là, on arrive vraiment, pour ce genre d'ampli, aux limites. Alors, en conclusion de tout ça, eh ben, comme on l'a vu, finalement, on a quand même une marge de choix qui est relativement grande, on va dire, entre des valeurs trop faibles et trop élevées. Mais voilà, en règle générale, il faut éviter les valeurs extrêmes. Et on peut dire qu'en règle générale, hein, je veux dire, dans beaucoup de montages, quand le total du réseau de contre-réaction reste entre 10K et à peu près 1 mégohm, bon, généralement, on va avoir des fonctionnements corrects à tout point de vue. Donc, enfin voilà, sans trop se casser la tête, on peut prendre un petit peu ça comme règle. Mais je veux dire, de façon générale, quand on veut faire un amplificateur, un montage avec un ampli up, eh ben la première chose à faire, c'est de déterminer déjà les contraintes qui, on a vu, jouent beaucoup sur certains choix. À savoir déjà quel est le gain total qu'on veut avoir, quelle est la bande passante minimum qu'on veut avoir, quelle est l'amplitude maximum de sortie qu'on peut avoir, l'impédance d'entrée, on voit que ça joue. Est-ce que on a une contrainte au niveau du montage inverseur, non inverseur? Et on voit que tous ces paramètres-là, ils jouent sur la topologie, c'est-à-dire quel type de montage je vais faire, et ça va aussi jouer sur le choix de l'ampli. Et après voilà, soit on arrive à trouver l'ampli et on l'a sous la main qui permet de faire ça en un coup, ou des fois on va être obligé de faire plusieurs étages. Par exemple, j'ai une très grande impédance d'entrée et je veux un montage inverseur, par exemple, et là je vais être obligé éventuellement de faire avec deux étages. On voit aussi que si je veux avoir de la bande passante, généralement, j'ai besoin de beaucoup de gains. Ça deviendra quand même assez compliqué de le faire avec un seul. Et après, hein, là j'ai mis en 6, mais il y a bien sûr, enfin, indépendamment de tout ça, après il y a plein d'autres paramètres qui vont permettre de choisir le bon ampli up ou le bon montage. Il y a quel est le niveau de bruit acceptable, les tensions d'alimentation, l'offset, est-ce que justement c'est important ou pas dans mon montage,
la dérive. Est-ce que j'ai des contraintes par rapport à la dérive, je sais pas, par exemple en température ou des choses comme ça. On a vu que généralement, prendre des courants faibles, ça va augmenter un petit peu les dérives. Hein, donc c'est pareil, ça c'est quelque chose qui peut éventuellement éliminer, la stabilité, éventuellement le prix. On peut trouver l'ampli Hop de ses rêves, mais à un prix qui est prohibitif, surtout si on veut fabriquer beaucoup d'appareils. Enfin voilà. Après, enfin, on va rentrer dans des choses qui dépassent le cadre de cette vidéo. Mais voilà, il faut déjà bien déjà voir ça, hein, ce qui va permettre déjà de regarder si on peut le faire ou pas en un seul étage, et après de regarder et le rapport des résistances et les valeurs qu'on peut leur donner. Voilà pour cette vidéo, un petit peu longue, hein, j'en conviens, hein, je suis désolé. Mais d'un autre côté, voilà, je voulais quand même traiter un petit peu ce sujet. Et c'est vrai que c'est une question que on m'a assez souvent posée et qui est intéressante, hein, de toute façon. Donc, je pense qu'elle méritait une réponse. Tiens, Pincette, ça va, Pincette? Ouais, dis-moi, ouais, je voulais te voir parce que Maurice voulait te poser des questions un petit peu indiscrètes et il n'osait pas le faire. Tu sais, tu connais sa timidité naturelle. Et voilà. Donc, est-ce que tu veux bien répondre à quelques questions un petit peu personnelles? Oui, voilà. Donc, voilà. Il voulait par exemple savoir, Maurice, si tu avais des limites, hein, côté sexe. Et voilà. En gros, est-ce que sexuellement, tu t'es mis des barrières? Non, des barrières, c'est trop gros, ça rentrera pas. Bon, je crois qu'on va s'arrêter là. Ah là 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 là. Bon, et ben là-dessus, il me reste plus qu'à prendre congé et puis moi, continuer parce que voilà, c'est bien beau toutes ces vidéos. C'est vrai qu'en ce moment, je sais pas, j'ai pas trop le cœur finalement de continuer les projets que j'avais, donc je papillonne un peu à droite à gauche là. Mais il va falloir que je me fasse un petit peu violence et que je m'y remette. Là-dessus, que le grand CR, le dieu des contre-réactions, fasse de belles amplifications et à très bientôt pour de nouvelle vidéo.